L'économie française qui subit un choc plus violent qu'attendu, voilà ce qui ressort des nouvelles prévisions de la Banque de France, les nouvelles projections de la Banque de France. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Savatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Alors sans surprise évidemment, la croissance a été revue à la baisse par la Banque de France. On est maintenant sur 2,3%. C'est ça, oui. Sur une moyenne, sur la moyenne de l'année, on était à 2,8 je crois juste avant, c'était il y a un mois ou deux. 3,5 même au mois de mars encore. En scénario dégradé, c'était 2,8. Oui, exactement. Entre 2,8 et 3,5. Et au final, voilà, ce que nous dit la Banque de France, c'est que l'invasion en Ukraine pèse plus que prévu, on s'en doutait. Mais heureusement voilà. qu'elle est là pour nous rappeler. Oui, mais voilà. Bon, c'est une bonne guerre. Oui, c'est le dire. Oui, effectivement, j'ai envie de dire c'est quand même important en fait d'avoir en tête là dans quelle dynamique économique on se trouve. Alors, et vous allez voir après derrière, le vrai sujet, c'est pas tellement en gros l'ampleur du ralentissement, c'est combien de temps il va durer. Vers quoi on va, puisque vous savez que ce 2,3%, il masque en réalité une dynamique économique qui est surtout l'héritage de 2021. Ouais. Il y avait un acquis de croissance très fort en début d'année, supérieur à 2%, fin mars encore de 1,9%. Donc là, aujourd'hui, la Banque de France prévoit 0,25% de croissance chaque trimestre. Oui. Voilà, chaque trimestre jusqu'à la fin d'année, ça nous amène à 2,3%. C'est optimiste, c'est encore optimiste, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, on est face à une restriction des conditions de financement qui est en train de taper dur partout dans le monde, mais en France y compris. On n'a pas encore commencé à en voir les effets, à savoir que quand vous avez des conditions de financement qui sont dégradées naturellement, la posture d'investisseurs, que ce soit pour les entreprises ou pour les ménages, elle est moins facilitante. L'environnement aujourd'hui est quand même assez moins favorable en termes de perspective. Donc là aussi, la perspective, c'est quand même le moteur premier de l'investissement. L'investissement en France, ça pèse à peu près 20% de la richesse créée. Donc déjà, sur ce point-là, on peut s'interroger sur, à la limite, pas le deuxième trimestre, mais surtout le second semestre. Comment les profits d'investissement vont évoluer. Et puis ensuite, il y a quand même la consommation des ménages. N'oublions pas que tout le monde parle d'inflation. Tout le monde parle d'inflation salariale. Vous savez qu'on n'est pas convaincu sur ce sujet depuis très longtemps. On ne pense pas que ça puisse durer pendant très longtemps. Mais la réalité, c'est que les salaires réels en France, ils décroissent de manière extrêmement importante. C'est-à-dire que l'inflation salariale brute est très loin de compenser l'inflation finale. Oui. Et donc, on est en situation en fait, de paupérisation, d'atteinte du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, ça veut dire quoi, tout ça, puisqu'on parle de croissance et de richesse créée. Vous savez que soit 55 à 60% en France de la richesse qu'on crée repose sur la conso des ménages. Oui. Dans ce contexte-là, on peut aussi s'interroger quant aux perspectives sur le second semestre. Je parle bien du second semestre parce qu'il y a quand même... On sent bien qu'il y a quand même là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est hôtellerie, restauration, ça va un peu mieux là. Depuis le mois de mai, on est encore sur ce niveau-là où on sent bien que les ménages sont en train de consommer l'épargne accumulée quand même du temps passé. On est un peu en retard par rapport aux Américains. Les Américains l'ont fait avant nous. Et on a peut-être encore un été qui devrait peut-être bien se tenir, mais attention, en fait, à la rentrée, ça risque de secouer. Bon, il y a ce scénario donc à 2,3% de croissance. Après, il y a aussi un scénario défavorable qui a été décrit et anticipé par la Banque de France en cas d'arrêt des importations de pétrole et de gaz à partir du troisième trimestre. Et là, l'histoire n'est plus la même. Non. Hausse du PIB, 1,5% cette année, récession de 1,3% l'année prochaine et inflation à 7% cette année. On se dit qu'avec les décisions de Gazprom de couper peu à peu le gaz, ça devient de plus en plus probable. Ça devient probable. Oui, dans le scénario 2,3, vous avez un prix du pétrole en moyenne à $105 sur l'année. Oui. On est à 115 là. 110, 115. 110, 115. On était un peu plus en fait les semaines qui précédaient. Donc, on est quand même sur. Et puis surtout, attention aux boucles de rétroaction. C'est-à-dire que ça, j'insiste bien là-dessus. Dans l'économie, tout ne se vaut pas. Où il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins cycliques, qui sont plus ou moins sensibles à un certain nombre de facteurs. Et les gens sous-estiment aujourd'hui beaucoup le poids qu'a joué le secteur de la construction et de l'immobilier dans un second temps, en fait, dans la reprise depuis le creux, en fait, post-crise sanitaire. Le secteur de la construction a été véritablement un secteur locomotive en termes de création d'emplois, création d'entreprises, etc. Or, la construction, c'est quoi? La construction, c'est des taux. C'est des taux d'intérêt. Et là où les gens en fait, ne se rendent pas compte, c'est qu'on vit un crack obligataire aujourd'hui. On est passé de 0% sur le taux souverain français à 2,5%. 0%, c'était le début d'année. Début d'année, 250 points de base, 2,5%. Vous savez combien ça coûte, 2,5% en plus, pour un ménage qui voudrait s'endetter avec une mensualité, par exemple, de 1 000 € par mois. C'est pas monté autant, les taux de crédit immobilier. Non, mais le fait est que c'est pas monté parce que les banques ne pouvaient pas. Il y a des effets réglementaires qui font qu'elles n'ont pas encore pu le répercuter. Mais croyez-moi, en fait, dans quelques semaines et quelques mois, ça sera le cas. Mais 2,5% de hausse, c'est grosso modo 20% de capacité d'emprunt en moins. 20% d'argent que vous ne pouvez plus mobiliser, sauf à
à avoir de l'épargne de côté, vous compensez cette baisse. Faut-il en avoir? Donc ça veut dire que le secteur de la construction, qui était quand même, comme souvent, hein, un secteur très procyclique, très favorisé par cet environnement-là, est en train de se dégrader à toute vitesse. Et c'est toujours comme ça. Les conditions de financement étaient top. J'ai reçu le patron de Kaufman & Broad qui me disait qu'en gros, la demande était toujours là, mais que du fait des pénuries et du fait de l'inflation, du coût de la construction, les projets ne faisaient pas. Et bien vous avez l'effet ciseau classique. Ne se faisaient pas aussi vite. Les projets ne se font pas aussi vite, donc vous avez des projets dans les placards qui vont arriver à leur terme dans pas très longtemps, donc un choc d'offres. Et ce n'est pas la demande qui disparaît. C'est la solvabilité de la demande dont on parle. Ce n'est pas est-ce que je veux acheter ou pas. C'est au final, qu'est-ce que je peux mettre comme argent pour concrétiser ce projet-là. C'est ça en fait qui fait le marché. Et donc naturellement, on peut s'interroger finalement sur l'orientation même sans dégradation on va dire de la relation, enfin en gros de nos importations ou nos relations avec la Russie en ce qui concerne les importations de gaz et de pétrole d'ici la fin d'année. Même sans ça, le 2,3% est probablement trop optimiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pricé l'effet extrêmement de freinage extrêmement puissant de l'augmentation des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ça pourrait nous mener où alors en termes de croissance sur l'ensemble de l'année? C'est compliqué probablement entre leur scénario noir et la situation actuelle. Parce qu'attention, il y a quand même un acquis de croissance à la fin du premier trimestre de 1,9%. Mais dans ce cadre-là, en fonction d'eux, on pourrait très bien... Tout va dépendre de l'été. Est-ce que l'été va nous permettre d'avoir encore des chiffres plutôt positifs qui nous permettent d'accroître en fait l'acquis de croissance qu'on a acquis sur la première partie de l'année, sur le premier semestre, mais on peut très bien avoir une croissance autour de zéro, autour de zéro dès cette année. Et donc pas d'acquis de croissance évidemment pour 2023, et là pour le coup le roi est nu, et on se retrouve avec des chiffres de croissance proches de zéro, voire plus bas sur 2023, potentiellement. Alors, du coup, j'en viens à un élément qui n'est pas du tout cohérent, quand même dans les nouvelles projections qui sont faites. Je ne sais pas si vous avez regardé le niveau de dette publique qui a été projeté. 112 points de PIB en fin d'année, 109 points de PIB l'année prochaine, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est face à un ralentissement. Jean-Pierre Petit l'évoquait juste avant, je suis d'accord avec lui sur le diagnostic qu'il porte, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un retournement de cycle avec des conditions de financement qui se restreignent à toute vitesse. C'est le levier de transmission direct à l'économie réelle, aux ménages, aux entreprises. C'est-à-dire qu'imaginer que le déficit public, en gros, puisse se résorber dans ces conditions, c'est lunaire, et ça pose quand même la question on est dans un alignement de planète assez désagréable. On est face à une demande privée qui commence à être atteinte, les fondamentaux vont se dégrader. On est face à une dépense publique qui augmente naturellement, parce que les recettes fiscales s'affaissent, un déficit public en fait qui va augmenter, un État qui n'a pas les moyens en fait de remettre au pot, parce qu'une banque centrale qui dit je ne paierai pas. Écoutez, ça fait longtemps qu'on est plutôt optimiste. Évidemment, on a eu des chocs depuis une quinzaine d'années. Mais un alignement des planètes comme celui-ci, je crois que j'en ai plus connu depuis 2011-2012 avec les risques de fragmentation de la zone euro de l'époque quand même. Donc on reparle d'ailleurs aujourd'hui. On attend au mois de juillet de savoir ce que la Banque centrale va nous sortir comme dispositif anti-fragmentation. Alors ça peut avoir, ils vont y arriver, mais ça peut avoir un effet, mais ça sera qu'un effet de court terme. Parce que voilà, on est vraiment face à un choc. Alors j'en conclurai peut-être par ça quand même. Tout ça, comme conséquence sur les marchés, parce que je sais que ça intéresse beaucoup en fait les gens qui vous regardent, c'est que nous rentrons dans un monde tout de même de raréfaction. De raréfaction, synonyme de compétition entre actifs. Jusqu'à maintenant, nous avons été bercés, alimentés par une orgie de liquidités à disposition. Il y en avait pour tout le monde. Là, on est frappé par deux phénomènes. Un, les perspectives de croissance qui se dégradent, ça veut dire concrètement que la capacité naturelle de nos économies à générer de l'épargne est en train de s'effondrer, est en train de diminuer. Donc naturellement, moins d'argent entre guillemets à disposition sous forme d'épargne. Voilà. Et dans le même temps, des banques centrales qui n'injectent plus. On passe d'un monde à l'autre en très peu de temps. Exactement. Excès de liquidité versus raréfaction. Et ma conclusion, elle est la suivante, c'est-à-dire que ce monde-là, le monde de raréfaction, ne doit pas, en tout cas, on ne doit pas l'apprendre de la même manière qu'un monde d'excès de liquidité. Et donc les habitudes qu'on a prises, y compris en termes d'allocation d'actifs et de gestion de patrimoine, doivent probablement être réinterrogées. Pendant longtemps, on a eu et on a créé des pratiques qui étaient des bonnes pratiques dans un monde d'excès de liquidité. Eh bien, en fait, ces pratiques-là deviennent obsolètes dans un monde, en fait, lorsque le monde est frappé par une forme de raréfaction de liquidité. Alors, peut-être que demain, la Banque centrale va dire, bon, finalement, je me suis trompé et c'est open bar. Là, en l'occurrence, on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, avec ce freinage donc, de l'économie française qui est acté par la Banque de France, même si, selon vous, ça reste encore un peu optimiste. C'est un peu mou. Bon, les semaines qui viennent nous permettront de nous éclairer. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Salut. Merci David.